Bonsoir, bienvenue sur Éclair TV. Merci pour votre fidélité. Nous traiterons aujourd'hui de la problématique du port du masque à partir de l'âge de 6 ans, qui a suscité un certain nombre de manifestations. Nous nous intéresserons également aux faits de violence qui concernent particulièrement les jeunes, puisqu'il y a eu pas moins de 2 homicides au cours des 3 dernières semaines. Enfin, sur le plan national, nous nous poserons la question pourquoi le gouvernement refuse de confiner Paris, alors même que les taux d'incidence de la pandémie sont pour le moins inquiétants. Donc, passons au sujet concernant le port du masque. Les parents d'élèves, en tout cas une partie d'entre eux, se sont mobilisés soit à travers des opérations escargots, soit à travers le filtrage d'un certain nombre de barrages. Et pourtant, quand on fait l'analyse des données scientifiques, on constate qu'elles ne sont pas forcément défavorables au port du masque, j'y reviendrai tout à l'heure, alors même que certains parents, en tout cas, continuent à se mobiliser. Concernant les données scientifiques, quand on analyse le Conseil de la haute santé publique, quand on voit également les publications de l'Organisation mondiale de la santé, même au niveau de l'Hexagone, on sait qu'entre les professeurs Delfrécy du Conseil scientifique et Raoult de Marseille, il y a beaucoup de divergences d'appréciation. Pourtant, ils sont tous d'accord pour dire que le port du masque au niveau des enfants à partir de 6 ans ne présente pas une situation de danger telle qu'il pourrait menacer l'intégrité physique des enfants à partir de 6 ans. Donc, on ne peut pas s'appuyer sur des données scientifiques. Par contre, il est intéressant, à titre d'indicateur, de s'interroger sur les raisons pour lesquelles certains parents, qui ne sont pas la majorité, mais qui ne demeurent pas moins très actifs, pourquoi certains parents continuent à se mobiliser. On peut émettre l'hypothèse que cette mobilisation traduit la logique de défi qui existe entre la parole publique et une partie de l'opinion publique. Il est vrai que les masques ont été dès le départ l'objet d'un certain nombre de controverses, puisque rappelez-vous, lorsqu'il n'y en avait pas suffisamment, il n'était pas forcément obligatoire d'en porter. Ensuite, le port a été rendu obligatoire et a été ensuite étendu depuis novembre 2020 dans l'Hexagone à partir des enfants de 6 ans. Il est donc indéniable qu'il y a eu autour de la Covid-19 une conséquence première qui est le fait que la parole publique qui était déjà en décalage, en tout cas ressentie comme telle, en décalage par rapport à la réalité, eh bien, ce décalage s'est accentué et on comprend que certains parents qui ne sont pas d'accord et qui, plus est, sont dans une situation de défi, voire de méfiance vis-à-vis de la parole publique, continuent à se mobiliser alors même que les données scientifiques ne justifieraient pas une telle mobilisation. Mais en plus, quand on voit la physionomie de ces parents, et particulièrement la tranche d'âge à laquelle ils appartiennent, on constate qu'ils sont relativement jeunes, ce qui est normal puisqu'il s'agit d'enfants qui ont entre 6 et 10 ans en école primaire. Et cette jeunesse fait ressentir certainement de manière plus difficile, en tout cas plus douloureuse, un certain nombre de restrictions qui sont vécues comme des privations de liberté. Donc, quand on a entre 20 et 35 ans, il y a 3 grands paramètres de vie. On étudie, on travaille et on se divertit. Or, quand on fait l'analyse des différents textes qui sont sortis, ces 3 éléments sont tous contraints et ont été d'ailleurs jugés liberticides au point qu'il y a eu, y compris dans l'Hexagone, un certain nombre de manifestations qui n'ont pas été, en tout cas qui ont été dictées par la désobéissance sociale.
Voilà donc, à mon avis, la raison pour laquelle les parents se mobilisent. Il n'empêche que c'est bien le reflet, d'une part, d'un discrédit de la parole publique, en tout cas d'une grande méfiance, mais également le reflet d'un certain nombre de tensions sociales qui s'expriment dans un contexte renforcé par la crise de la Covid-19. Et la stratégie, vous avez pu le constater, reste toujours la même. On reste au milieu de la rue, on s'attaque par conséquent à la circulation, et c'est le plus souvent de cette manière que l'on se fait entendre. Là encore, les parents ont pu obtenir une audience auprès du rectorat après avoir mis en place un barrage filtrant dans un des axes prioritaires. Donc, il y a ce climat de tension qui vraisemblablement, dans d'autres domaines, va persister. Par contre, il faut noter qu'il n'y a toujours pas de convergence de lutte, puisque les travailleurs des collectivités qui sont en grève n'ont pas forcément dynamique commune avec les parents pour le port du masque, ce qui prouve bien que les conditions de la convergence des luttes, si les conditions psychologiques de tension sociale sont réunies, les conditions objectives, organiques et mécaniques, pour l'instant, ne sont pas encore mises en place. Donc, attendons la suite des événements pour prononcer, en tout cas, pousser l'analyse. Notre deuxième sujet concernera la violence chez les jeunes. Au cours des 3 dernières semaines, il y a eu pas moins de 2 homicides. Et donc, on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion d'une délinquance qui touche de plus en plus notre jeunesse, mais qui plus est davantage plus violente. Donc, un certain nombre de données de contexte. Si on s'appuie sur les données publiées par la préfecture et le ministère de la Justice sur les chiffres de 2020, en 2019, il y avait 14 homicides. En 2020, il y en a eu 23. Quand on s'appuie sur les données de l'INSEE, qui concernent la période 2017-2019, ce sont les chiffres disponibles sur INSEE.fr, on constate que la Guadeloupe et la Guyane restent parmi les 5 départements les plus violents de l'Hexagone. Alors, ce phénomène de violence n'est pas spécifique à la Guadeloupe dans son aspect existentiel, puisque l'Organisation mondiale de la santé elle-même considère que l'existence d'environ 200 000 homicides entre les jeunes de 10 à 29 ans par an fait que l'homicide chez les jeunes est devenu un véritable problème de santé publique. Mais il convient de s'interroger pour savoir quelles sont les particularités de la violence chez les jeunes à la Guadeloupe. Et une des hypothèses les plus vraisemblables, on peut en émettre plusieurs, c'est le décalage qui existe entre le niveau socio-économique des populations de Guadeloupe et les habitudes consommatoires, en particulier c'est les habitudes consommatoires des jeunes. Sur le plan socio-économique, actuellement, plus de 60% des jeunes de 16 à 25 ans sont au chômage. Il y a une situation très particulière en ce qui concerne la scolarité de ces jeunes. N'oublions pas que nous sommes dans un contexte où il y a de plus en plus de jeunes qui s'en vont, mais ceux qui restent sont ceux qui le plus souvent sont soit de familles modestes, ça se voit à l'université par le fait qu'une grande partie des étudiants qui restent à la Guadeloupe sont boursiers, mais également on constate qu'il y a actuellement près de 90 000 Guadeloupéens qui vivent du RSA et 138 000 vivent avec moins de 800 €, donc en deçà du seuil de pauvreté. Voilà, ce sont donc des éléments socio-économiques qui montrent qu'il y a manifestement à la Guadeloupe une situation dégradée et par conséquent
beaucoup de familles sont en précarité, précarité qui ne pourra qu'augmenter avec la Covid-19. Mais d'un autre côté, nous avons des jeunes qui ont des habitudes consommatoires par logique mimétique. Ça veut donc dire qu'ils imitent ce qui se passe à l'extérieur, en particulier les pays développés, plus précisément les États-Unis. Et nous sommes dans la situation paradoxale où il y a une très grande précarité au niveau de bon nombre de familles, mais d'un autre côté, nos jeunes veulent consommer, en particulier suivant le modèle de la société de consommation américaine, dans un espace économique où, comme tout doit venir, tout est plus cher. Donc, pour résoudre cette équation, un certain nombre d'entre eux n'hésitent pas à rentrer dans ce qu'on appelle les bandes, en tout cas le trafic illicite. Notre délinquance, et en particulier la délinquance qui génère des homicides, peut être qualifiée de délinquance d'appropriation. Pourquoi? Souvent, un jeune n'hésite pas à tuer l'autre pour un problème de scooter ou pour un simple problème de téléphone portable. Il y a, on le sait, une situation de gang, donc phénomène de bande, qui s'est installé autour des grandes problématiques, en particulier le trafic d'armes, mais surtout le trafic de stupéfiants. Et lorsqu'il y a des règlements de compte entre bandes que l'on peut voir régulièrement, c'est tout simplement parce qu'il y a des zones qui sont plus porteuses que d'autres en matière de zones de chalandage, en matière de trafic de stupéfiants. Et pour s'approprier ces zones, les bandes n'hésitent pas à pouvoir s'affronter, ce qui aboutit au décès d'un certain nombre de jeunes dans le cadre de règlements de compte. On est donc bien dans une situation d'appropriation où c'est ce décalage entre nos jeunes et en tout cas ceux qu'ils veulent consommer et le fait qu'ils n'aient pas les moyens de consommer qui pousse certains d'entre eux, heureusement ce n'est pas la majorité, à vouloir se livrer au trafic illicite. Un trafic illicite qui est d'autant plus facile à mettre en place que la Guadeloupe, on le sait, est une véritable passoire où circulent bon nombre de produits, en tout cas illicites, ce qui permet par conséquent d'alimenter un marché et incite les jeunes à aller en direction de ce trafic. Il n'empêche que nous sommes dans une situation où, sur le plan socio-culturel, la famille guadeloupéenne est devenue extrêmement mononucléaire, à savoir qu'il y a près de 40% des enfants qui vivent en famille monoparentale, que 95% sont en général des femmes. Beaucoup de ces enfants n'ont pas connu l'autorité familiale et par conséquent n'ont pas de référentiel, n'ont pas de modèle identitaire et par conséquent ont cette propension, en tout cas, à rester en marge de la règle, voire à la défier. En tout cas, force est de constater que la sanction liée à la prison n'est pas forcément dissuasive, d'autant que lorsque ces jeunes entrent en prison, ils ne sont pas suffisamment suivis, faute de personnel, par des éducateurs, et souvent sont en situation de récidive. Donc, cette situation socio-économique qui mène à vouloir consommer alors que les jeunes n'en ont pas les moyens, le départ massif des jeunes les plus diplômés qui ne laissent sur place qu'une grande partie des jeunes qui n'ont pas suivi un cursus scolaire normal et qui ont du mal à s'insérer sur le plan professionnel. Enfin, sur le plan socio-culturel, l'émergence d'une famille mononucléaire où les femmes, en tout cas, qui élèvent seules leurs enfants, c'est pas loin, un peu plus de 40% en tout cas des familles guadeloupéennes. La conjonction de ces trois éléments ne peut qu'aboutir à une situation difficile qui va s'accentuer au regard justement des besoins qui vont émerger suite au Covid, mais également à l'absence de moyens financiers en circulation pour permettre de pouvoir s'approprier ces moyens. Donc, il y a lieu d'être vigilant, mais particulièrement de l'être concernant les différents trafics,
puisque force est de constater que la Guadeloupe est devenue une véritable passoire et que c'est ce trafic d'armes, y compris d'armes de poing, ce ne sont donc pas des armes de chasse qui sont en cause, ce sont vraiment des armes d'assaut, des fusils d'assaut, des armes de poing. C'est une délinquance, en tout cas, un trafic de stupéfiants qui s'accentue et qui, par conséquent, crée des conditions d'appropriation d'argent dans des conditions illicites et qui incite donc nos jeunes à pouvoir très facilement dériver vers l'argent facile. Dernier sujet concerne une préoccupation nationale, à savoir pourquoi Paris n'a pas été confiné. Et l'intérêt de cette analyse, c'est de bien cerner la stratégie du gouvernement par rapport au compromis qu'il peut faire entre le sanitaire et l'économique. Depuis avant-hier, donc mercredi, il faut savoir que toutes les 12 minutes, il y a un patient atteint du Covid qui entre en réanimation. Qu'il y a à peu près 1500 lits de réanimation disponibles au niveau de l'Île-de-France et que 1000, en tout cas d'après l'intervention du ministre de la Santé hier, pas moins de 1080 de ces lits sont déjà occupés par des patients en réanimation. Et je vous signale, atteints du Covid. Et je vous signale qu'il y a environ 400 lits qu'on appelle des lits sanctuarisés. Ce sont des lits que l'on laisse pour les grandes catastrophes. Qu'envisage le gouvernement? De prendre un certain nombre de patients atteints de Covid en réanimation et de les transférer vers les départements avoisinants, avec la grande problématique que bon nombre de ces services de santé ne sont pas très loin de la saturation avec les malades de la Covid-19. Par ailleurs, en Île-de-France, il a été demandé à ce que 40% des hospitalisations qui avaient été envisagées puissent être différées, ce qui n'est pas sans incidence sur la santé générale, puisque quand bien même il n'y avait pas d'urgence, si vous deviez, pour un cancer ou autre, vous engager dans un processus de suivi et que ce processus de suivi est différé, il est donc en conséquence indéniable qu'il y a un risque de surmortalité qui serait lié à la déprogrammation des interventions et des actes médicaux. Pourtant, le gouvernement persiste et signe en disant « mais nous n'envisageons pas, en tout cas jusqu'à hier, un confinement immédiat sur Paris », ce qui d'ailleurs étonne la classe politique. Et quels sont ces deux arguments? Le premier, c'est de dire que ceux qui viennent sur Paris, pour la plupart du temps, Paris est une zone de passage, de transfert, et que par conséquent, ce sont des gens qui viennent des autres départements avoisinants. Donc si on confine Paris, il faudrait également confiner tous les autres départements qui entourent la petite et la grande couronne parisienne. Premier argument. Deuxième argument, mais ça, on devait s'y attendre, Paris, c'est quand même 32% de l'économie française. Et par conséquent, un confinement qui aboutirait à ce que le produit intérieur brut, en fonction de la durée du confinement, soit encore plus impacté qu'il ne l'est actuellement au regard des difficultés mais des confinements précédents, aboutirait à une situation financière qui mettrait la France en grande difficulté. Il est intéressant donc de suivre jusqu'où le gouvernement ira en matière de capacité du système hospitalier à pouvoir accueillir des malades de manière avant de déclencher un éventuel, non seulement couvre-feu, mais un éventuel confinement. Nous sommes directement concernés puisqu'à la Guadeloupe, nous avons franchi le cap des 323 cas hebdomadaires, ce qui est bien au-delà de ce qu'on appelle le taux d'incidence tolérable par le système hospitalier. Et donc, voir, au regard de ce qui se passe au niveau national,
quelle pourra être la conséquence et les mesures nouvelles restrictives que les autorités préfectorales et l'ARS seront amenées à prendre de manière à pouvoir freiner l'évolution du virus si celui-ci venait à augmenter et à devenir beaucoup plus dangereux. Merci, notre séquence d'analyse est terminée. Merci de votre fidélité et que la nuit vous soit douce avec Éclair TV. Bonne soirée.